Paru en 2019, développé par le studio finlandais Remedy Entertainment et édité par 505 Games, Control est un jeu d'action-aventure de tir à la troisième personne qui mélange science-fiction, surnaturel et horreur psychologique. C'est un jeu assez singulier avec une atmosphère énigmatique, un univers labyrinthique et même une narration volontairement fragmentée. On y incarne Jesse Faden, qui découvre et maîtrise peu à peu des capacités télékinétiques puissantes tout en se frayant un chemin dans les profondeurs du Federal Bureau of Control, un bâtiment monumental et instable où les lois de la réalité sont constamment mises à l'épreuve. L'expérience de Control comprend une exploration déroutante, des combats dynamiques et une narration mystérieuse. L'atmosphère anxiogène et presque étouffante du jeu crée chez le joueur un sentiment de pression qui est une part intégrante de l'expérience. Ce sentiment est omniprésent dans plusieurs aspects du jeu, comme la narration ou l'environnement. Plusieurs éléments y contribuent, comme la confusion et l'incertitude, autant dans le récit que dans la navigation, le décor malaisant et inquiétant, le thème de la corruption qui est central à toute l'histoire, l'aliénation du personnage et donc par extension du joueur, toutes les touches d'horreur présentes dans le jeu, ou encore les effets visuels perturbants. Bref, tout un mélange permettant de construire une expérience et un univers fictif profondément oppressant. Nous allons aujourd'hui voir plus en détail comment Control parvient à créer ce sentiment d'oppression chez le joueur, en nous intéressant particulièrement à la narration et à l'environnement. On va donc explorer l'oppression véhiculée à travers de l'univers du jeu, le parcours du protagoniste Jesse Faden, l'éclairage et l'atmosphère, le style architectural, ainsi que les différents objets de décor. La narration dans Control participe grandement au sentiment de pression et de confusion qu'on peut ressentir en jouant au jeu. Avant d'entrer plus en détail dans les spécificités, voici un bref résumé de l'histoire. Dans Control, on incarne Jesse Faden qui est à la recherche de son frère Dylan. Depuis sa disparition il y a des années dans un événement surnaturel, elle tente de retrouver la trace du FBC, le Federal Bureau of Control, une organisation mystérieuse qui semble être à la source de la disparition de son frère. Grâce à Polaris, une entité capable de communiquer télépathiquement avec Jesse, elle parvient finalement à retrouver le bureau. Par contre, ces retrouvailles ne se passent pas comme elle l'aurait espéré, puisque le bureau est pris d'assaut par le Hiss, une sorte de fréquence venue d'un autre monde, ayant déjà corrompu une bonne partie des employés du FBC. Comme si ce n'était pas assez, Jesse tombe sur le corps sans vie de Trench, l'ancien directeur du bureau. Polaris l'invite à prendre l'arme du crime, et en la ramassant, Jesse se voit transporté dans l'Astral Plane, un monde blanc infini, avec une énorme pyramide noire inversée. Cette pyramide, appelée le Board, communique avec elle à l'aide de messages cryptiques et lui fait passer un test. En réussissant ce test, Jesse revient dans la réalité et devient alors la nouvelle directrice du bureau. Bref, c'est précipité dans cette situation déconcertante que Jesse se devra gérer la crise en usant des privilèges de son nouveau statut de directrice pour découvrir les différents secrets que cache le FBC et potentiellement retrouver la trace de son frère. Pour ma part, je vais me concentrer sur la narration du monde, donc le world building de Control, et son rôle dans la création d'une atmosphère pesante et angoissante. Il faut savoir que le world building de Control est beaucoup plus étoffé et complexe que la moyenne des jeux. Je pourrais donc évidemment pas faire le tour de tous les événements du monde participant à ce climat, mais je ferai de mon possible pour prouver mon point à l'aide de quelques exemples. Tout d'abord, le monde de Control est rempli d'éléments paranormaux avec des propriétés impossibles. Ils sont regroupés sous différentes appellations. Premièrement, on retrouve les AWEs, donc les Altered World Events. Ce terme est donné à des événements où des forces paranaturelles inconnues s'immiscent dans la réalité en la modifiant de façon imprévisible. C'est justement le rôle du FBC d'investiguer et de tenter de contrôler ces phénomènes paranormaux afin de protéger le monde de leur influence. Il existe également les POP, ou les Place of Power, qui sont des lieux ou propriétés surnaturelles. Le meilleur exemple d'une POP est la Oldest House, qui est le nom donné au bâtiment servant de quartier général au FBC, et dans lequel la grande majorité du jeu se déroule. Elle a la particularité de ne pouvoir être trouvée seulement que par ceux qui la cherchent spécifiquement, la rendant fonctionnellement invisible à la population normale, ce qui en fait une base parfaite pour une organisation cherchant à rester discrète comme le bureau. Aussi, l'intérieur est virtuellement infini et sa topographie peut se modifier de façon imprévisible. Le bureau a donc établi des points de contrôle à différents endroits stratégiques de la Oldest House afin de stabiliser les changements de la structure. De cette façon, le bureau a pu construire différents secteurs qu'on se verra explorer au cours du jeu.
Dans un de ces secteurs, on retrouve le Panopticon, une aile de confinement sécurisée servant à l'entreposage des Altered Items. Ce sont des objets possédant des capacités surnaturelles et prenant généralement la forme d'objets quelconques. Par exemple, on peut tomber sur un canard en plastique, un maillet de fête foraine, une cassette VHS, un gnome de jardin, bref, à peu près n'importe quoi. Certains peuvent même avoir des capacités assez dangereuses, comme un frigo qui élimine la dernière personne ayant posé le regard sur lui si le contact visuel est brisé. Quoique le nombre exact stocké dans le Panopticon n'est pas spécifié, on peut tout de même supposer qu'il en abrite plus d'une centaine, considérant sa taille impressionnante. Sur le lot, quelques-uns de ces objets ont une connexion directe avec le board, la grande pyramide noire qu'on a vue tout à l'heure. On les appelle les OOP, ou les Objects of Power. Ceux-ci peuvent être assimilés par le directeur afin de pouvoir utiliser leurs capacités. Par exemple, Jesse pourra maîtriser une disquette qui lui permettra par la suite de prendre et de lancer télépathiquement des objets comme bon lui semble. Ces OOP, on en croisera quelques-uns au cours du jeu, et chacun viendra offrir à Jesse de nouvelles compétences qui lui seront utiles dans son avancée. Comme on peut le voir, tous ces éléments paranaturels sont tous bien catégorisés et documentés, mais ils restent volontairement ambigus, de façon à créer une incompréhension sur leur véritable nature. Conséquemment, les personnages et les joueurs doivent souvent se concentrer sur le quoi plutôt que le pourquoi ou le comment, puisqu'il n'y a pas nécessairement d'explication logique pour les différentes capacités des objets ou des lieux. Le fait de ne pas comprendre le monde qui nous entoure est un des grands facteurs dans la création d'un environnement étouffant et oppressant. Cet aspect est d'autant plus amplifié en ayant tous ces acronymes pour décrire ces phénomènes et toute cette documentation sous forme de pages, de textes ou de capsules vidéo. Cette abondance d'informations donne vraiment l'impression que des gens brillants se sont penchés sur ces questions de façon rigoureuse et que pourtant, malgré tous leurs efforts, le constat est que la plupart de ces questions ne trouvent peu, voire pas de réponse. Conséquemment, on sent que l'incompréhension est profonde et qu'il n'y a pas que nous qui ne comprenons pas le monde qui nous entoure. Personne ne le comprend réellement. De voir que le monde est fondamentalement imprévisible et que même en fouillant, il restera toujours des zones grises, accentue l'incompréhension, ce qui, par la bande, joue sur le sentiment d'oppression ressenti par le joueur. Si vous avez déjà essayé de jouer avec les postes de radio dans une voiture, vous avez probablement déjà été témoin d'un signal bleeding. C'est lorsque, situés entre deux postes, les fréquences semblent se mélanger et on parvient à entendre les deux postes simultanément. Dans le cas des jeux vidéo, on peut extrapoler ce concept un peu plus loin. C'est ce qu'a fait Leah Andrea Ransom dans sa thèse doctorale Subjectivity, Simulation and Signal Bleeding, Playing with Reality in the Remedy Connected Universe. Dans cette thèse, elle explique The term signal bleeding is introduced as a conceptual metaphor to describe how real and virtual signals bleed into one output or representation of reality. En gros, elle explique que différents mondes ou plans de réalité peuvent être considérés comme étant les signaux, et que ceux-ci peuvent se brouiller l'un dans l'autre. En floutant les frontières entre les réalités perçues, il devient plus difficile pour le joueur de classer l'information puisqu'il ne peut plus se fier aux repères qu'il s'est construit, ce qui peut créer un certain inconfort. De plus, si le bleeding est fait avec son propre monde, la distance de sécurité qu'il a par rapport au jeu est réduite, lui donnant un sentiment de vulnérabilité et d'étouffement. Comme nous allons le voir, Control possède plusieurs exemples de signal bleeding, mais présentés sous différentes formes. Si on prend la version la plus simple de ce concept, on trouve les thresholds. C'est le nom donné aux endroits où la réalité du jeu et celle de d'autres plans d'existence se vont entremêler sans explication claire. Ces fractures peuvent être plus ou moins stables et elles semblent pouvoir apparaître à peu près n'importe où, quoique leur fréquence est particulièrement élevée dans la Oldest House. Pour notre part, nous aurons l'occasion de visiter certains de ces thresholds. Par exemple, on trouvera le Blackrock Threshold et le Mold Threshold. Sinon, comme mentionné précédemment, ce n'est pas la seule forme de bleeding présente dans Control. On trouve également un bleeding interjeu. En effet, les univers de Control et d'Alan Wake, une autre franchise du même studio, s'entremêlent de façon à créer un monde cohérent. Par exemple, dans un des passages du jeu assez marquants, Jesse doit traverser un labyrinthe changeant en enfilant les écouteurs que le concierge lui offre plus tôt dans l'aventure. En les mettant, une chanson titrée Take Control commence à jouer et nous accompagne tout le long de cette séquence pendant qu'on affronte des vagues d'ennemis dans les couloirs en constant mouvement du labyrinthe. Cette chanson est attribuée aux Old Gods of Asgard, un groupe de musique fictif avec un rôle majeur dans les différents jeux Alan Wake. Si vous trouvez que cette référence est un peu trop subtile, vous serez peut-être plus convaincu par le DLC de Control nommé AWE, donc Altered World Events, dans lequel Jesse reçoit des visions d'Alan Wake l'invitant à découvrir une nouvelle section de la Oldest House, hantée par une version altérée d'un antagoniste du premier jeu Alan Wake. Par la suite, cette liaison entre les univers sera réitérée dans Alan Wake 2 par la présence de membres du FBC et par l'apparition d'un personnage assez mémorable de Control. Pour finir, il reste une dernière forme majeure de bleeding dans Control, un bleeding entre le monde du jeu et le nôtre. Comme mentionné précédemment, cette forme de bleeding est très puissante pour créer un sentiment d'inconfort aux joueurs. Dans le cas présent, on pourrait argumenter que le bleeding interjeu avec Alan Wake pourrait également entrer dans cette catégorie puisqu'il s'agit d'un mélange de deux jeux venant du monde réel. Aussi, on tombe à maintes reprises sur des éléments en live action, c'est-à-dire des contenus filmés dans la vraie vie mettant en scène de vrais acteurs.
Ces éléments s'intègrent assez bien dans le jeu, considérant que le style se veut assez réaliste graphiquement et donne l'impression qu'il vient s'ancrer directement dans notre réalité. Pour finir, un passage du jeu se démarque à ce niveau pour son cassage du quatrième mur, mais je m'y attarderai pas ici, puisque un de mes collègues y plongera plus en détail dans sa section. De mon côté, je vais me concentrer sur le cas du Ocean View Motel, qui selon moi est un excellent exemple de signal bleeding et d'éléments paranaturels angoissants. Pour commencer, qu'est-ce que le Ocean View Motel? Il s'agit d'une POP, donc une Place of Power, assez spéciale, prenant la forme d'un motel banal sur lequel on tombera plusieurs fois dans notre exploration de la Oldest House. Pour le traverser, nous devrons réaliser une sorte de rituel variant quelque peu de fois en fois, mais gardant toujours une structure similaire. Voici donc comment se déroule un passage moyen dans l'Ocean View Motel. Premièrement, pour accéder au motel, on trouvera à plusieurs endroits de la Oldest House une corde de lumière tombant du plafond. On doit déjà compléter un petit rituel, puisque c'est en tirant 3 fois de suite sur cette corde qu'on se voit transporter dans le couloir du motel. De chaque côté, on voit des portes avec des symboles étranges, mais chacune est barrée. On voit également qu'on peut interagir avec la porte arborant le symbole d'un triangle noir inversé, faisant référence au board, mais comme les autres, on ne peut l'ouvrir. Le motel est vide, personne à l'horizon. Dehors, il semble faire soleil, mais mis à part un escabeau, on ne peut rien distinguer d'autre. En avançant, on peut voir sur le comptoir une petite cloche. Lorsqu'on appuie dessus, une porte plus loin dans le couloir s'ouvre. En jouant un peu avec la cloche, on se rend compte qu'elle semble dicter l'ouverture ou la fermeture de 3 chambres différentes. Chacune des chambres est similaire à la précédente, sauf pour quelques éléments. Pour traverser, il faudra en général résoudre une petite énigme impliquant une ou plusieurs de ces 3 portes. Lorsque le puzzle est résolu, un petit trousseau apparaît avec une clé et une pyramide noire. Évidemment, cette clé permet d'ouvrir la porte avec le même symbole. À l'intérieur, on trouve une petite salle avec une corde de lumière comme celle qui nous a permis d'entrer et un tableau montrant Jessie. Lorsqu'on tire sur la corde 3 fois, on est téléporté dans la Oldest House au même endroit que dans le tableau. À notre tour, on se retrouve soit à un nouvel endroit de la Oldest House ou on revient à l'endroit initial. Mais en modifiant un aspect, nous ouvrons le passage vers une nouvelle section. On peut donc voir que l'Ocean View Motel semble être un pilier important de l'exploration du bureau. Cette séquence d'événements, ce sont les règles du Ocean View Motel, et on se devra de respecter ce petit rituel à chacune de nos visites pour parvenir à le traverser. Malgré son apparence et son fonctionnement relativement simpliste, il cache pourtant plusieurs petits éléments venant ajouter à son mystère tout en favorisant la création d'une atmosphère dérangeante. Par exemple, on ne sait pas où se trouve le motel. Dans la Oldest House, quelque part sur Terre, une autre dimension. Tout ce qu'on sait, c'est que peu importe lorsqu'on y entre, il semble toujours faire soleil et ce, toujours du même angle, comme si le motel était figé dans le temps. Pourtant, lors d'un de nos passages, on peut entendre de l'extérieur la voix d'un homme tentant de voir si le motel est ouvert. C'est le genre de détail qui vient remettre en question notre compréhension de l'endroit. Dans un autre de nos passages, on entend un puissant cri et on peut voir une tache de sang sous la porte 223. On a laissé sans plus d'explications, on ne peut donc que spéculer sur la nature de cette interaction. C'est la même chose quand on se demande pourquoi le motel est toujours vide alors que c'est le but d'un motel d'accueillir des gens. Pourquoi presque toutes les portes sont inaccessibles sauf la porte avec un symbole du board? Que représentent les symboles sur les différentes portes? Comme on peut voir, c'est un thème encore plus récurrent pour l'Ocean View que pour le reste du jeu d'ouvrir des questions sans jamais offrir de réponses, ce qui évidemment vient créer une incompréhension du lieu, donc un sentiment d'oppression palpable. En plus, pour s'assurer de bâtir une atmosphère de plus en plus étouffante dans l'Ocean View, on fait passer le joueur à plusieurs reprises à travers le motel durant le jeu, en plaçant de petits éléments étranges de fois en fois pour le forcer à se poser ces différentes questions, et qu'il se rende compte qu'il n'a la réponse à aucune d'elles. Dans sa thèse de maîtrise, Constructing Fear, the Role of Eyes and Decay as Visual Symbols in Psychological Horror in Games, la chercheuse Qinyi Huang explique cet effet. The uncanny experience often comes from the subtle anomalies mixed in with the familiar things, slightly distorted faces, objects that seem to be placed out of place are enough to cause a strong sense of uneasiness. Au fur et à mesure de nos passages dans l'Ocean View, on finit par s'accoutumer à son apparence et à ses règles, mais en introduisant de petits changements de fois en fois, on se rend compte qu'on ne connaît finalement pas si bien les lieux, venant créer cet effet uncanny qui laisse inconfortable. Ce sentiment d'inconfort, c'est justement la première chose qui frappe Jessie lorsqu'on entre pour la première fois. Bref, on voit qu'il n'y a pas que nous qui vivons le malaise. L'Ocean View Motel est également un excellent exemple de signal bleeding. En effet, il parvient à regrouper tous les types de bleeding précédemment mentionnés. Premièrement, en ne sachant pas s'il se trouve dans la Oldest House, dans la réalité quelque part ou simplement dans sa propre dimension, l'Ocean View bleed un peu dans chacune de ses possibilités, le rendant fondamentalement incertain. De plus, le fait d'avoir toutes ces portes barrées avec différents symboles suggère qu'il connecte potentiellement à d'autres mondes et qu'il pourrait peut-être agir comme lieu intermédiaire liant toutes ces différentes dimensions, les faisant bleed les unes avec les autres. Lors d'un passage dans le jeu où le Hiss tente de corrompre Jessie, elle parvient à entrer mentalement dans l'Ocean View.
À ce moment, elle mentionne un point concernant le motel venant appuyer la précédente réflexion. Power of change, a place to pass through, connecting everything. Si on se fie à ces propos, on pourrait potentiellement conclure que l'Ocean View Motel est le signal bleeding universel, permettant de connecter toutes dimensions. C'est un point de vue intéressant, mais à ce niveau, on commence à tomber dans les spéculations. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est le lien entre le motel et le jeu Alan Wake. Avant de détailler un peu ce lien, je pense qu'il pourrait être pertinent d'avoir un peu le contexte du premier jeu Alan Wake. Voici donc un récapitulatif rapide des événements pertinents à mon explication. Je vais spoiler plusieurs éléments du jeu, donc soyez avertis. En gros, on incarne Alan Wake, un écrivain qui fait son voyage avec sa femme dans la ville de Bright Falls pour se sortir d'un manque d'inspiration. Malheureusement, sa femme se fait kidnapper et Wake commence à vivre plusieurs phénomènes paranormaux. Ce qu'il ne savait pas en arrivant, c'est que le lac se trouvant autour de la ville est en fait un threshold vers une dimension que Wake surnommera The Dark Place. Cette dimension a la capacité de rendre réelles les différentes formes d'art, mais en les tordant de façon horrifique. Avec cette réalisation, Wake écrit une histoire dans laquelle il parvient à sauver sa femme de la Dark Place, mais puisque l'histoire doit rester cohérente et qu'il ne peut y avoir de gain sans perte, Alan reste prisonnier de la Dark Place et tente maintenant d'en sortir en écrivant une nouvelle histoire racontant sa propre évasion. Au moment où se passe le DLC, Alan Wake est toujours prisonnier de la Dark Place. Dans ce DLC, pour accéder à une nouvelle section de la Oldest House sous confinement, on doit traverser une énième fois le Ocean View, mais cette fois se démarque des autres. Premièrement, on est accueilli par une cinématique. Dans celle-ci, la porte avec le symbole de spirale, symbole assez récurrent dans Alan Wake, souvent associé à la Dark Place, est entrouverte et on peut y voir une sorte de vision d'Alan Wake discutant avec un autre personnage du jeu Alan Wake. La conversation s'envenime et la porte se claque par elle-même devant Jesse. On peut donc conclure que cette porte mène bel et bien vers la Dark Place, ce qui vient solidifier la possibilité que chaque porte mène à un monde différent. De plus, la Dark Place semble venir altérer le comportement habituellement assez stable de l'Ocean View. Par exemple, c'est la seule fois qu'il fait nuit lors de notre passage. L'atmosphère est lourde et on ne se sent pas en sécurité. On ne peut appuyer qu'une seule fois sur la cloche et celle-ci résonne de façon dérangeante. Les portes semblent s'ouvrir par elles-mêmes et lorsque la clé apparaît et qu'on la ramasse, la lampe de chevet éclairant le bureau explose. Bref, avec tous ces éléments, le bleeding entre l'Ocean View et le monde d'Alan Wake peut difficilement être plus clair. Pour finir, on vient de voir que l'Ocean View bleed avec les dimensions et avec le monde d'Alan Wake, mais il bleed également avec notre réalité d'une façon subtile. En effet, lorsqu'on s'apprête à sortir du motel après avoir ouvert la porte avec le symbole du board, on tombe sur le tableau présentant Jesse à son emplacement d'arrivée. Par contre, le plan est étrange. Jesse est de dos et la vue est un peu surélevée. Lorsqu'on tire 3 fois sur la corde, on revient dans la Oldest House et notre perspective est identique à celle du tableau. Conséquemment, on se rend compte que le tableau représente une image du point de vue de notre caméra extra-diégétique de joueur et vient donc briser brièvement le quatrième mur. Bon, c'est beau de voir que l'Ocean View est une bonne représentation de signal bleeding, mais en quoi cela vient jouer sur la pression ressentie par le joueur? Dans sa même thèse doctorale, présentée tout à l'heure, Ransom explique ceci. If we understand ourselves to be playing and operating within simulated reality, then the mental constructs we piece together can be viewed as game worlds, points of overlap where fabricated reality is overlaid upon the real, and both registers are perceived simultaneously. Pour résumer un peu son point, elle explique que lorsqu'on joue à des jeux, on opère dans une réalité simulée, dans laquelle nos perceptions et nos interprétations du monde se superposent à la réalité matérielle sans séparation nette. Conséquemment, on peut déduire que si le joueur vit plusieurs niveaux de réalité simultanément, il devient plus difficile de se fier à sa propre perception et de maintenir une distinction confortable entre le moi ici et le moi dans le jeu. Bref, il perd ses repères, ce qui fait qu'il ne peut jamais complètement baisser ses gardes mentales, résultant en une tension faible mais constante venant l'oppresser tout le long de son parcours dans le jeu. Comme nous avons pu le voir, la narration du monde ou le world building de Control joue un grand rôle dans la construction d'un sentiment d'oppression chez le joueur. En effet, en utilisant une panoplie d'éléments paranormaux, sans laisser de piste sur leur fonctionnement ou leur raison d'être, et en floutant les frontières entre les différents plans d'existence par l'intermédiaire de signal bleeding comme dans l'exemple de l'Ocean View Motel, Control parvient à créer une confusion viscérale du monde du jeu pour le joueur. Conséquemment, celui-ci développe une sorte de vulnérabilité par rapport à ce monde qu'il ne comprend pas, qui se traduit finalement par un inconfort non négligeable. Bref, l'union de tous ces éléments est ce qui, ultimement, vient créer ce sentiment d'aliénation et d'oppression chez le joueur par rapport au world building. Le sentiment d'oppression de Control est aussi véhiculé au travers du protagoniste, Jesse Faden, et de sa narration tout au long du jeu. Jesse est un personnage qui suit l'esthétique de l'étranger dans une terre étrange. C'est-à-dire lorsque le protagoniste est étranger au monde du jeu mystérieux et est donc autant dans l'inconnu que le joueur.
Cette esthétique, qui est déjà connue dans le monde de la littérature, est explorée dans le contexte des jeux vidéo dans l'article de recherche Alienation and Immersion, Investigating the Stranger in a Strangeland Aesthetic in Game like Tunic, écrit en 2024 par Yahya Mohamed, qui suggère que le lien émotionnel entre le joueur et le protagoniste est accentué par leur aliénation commune, comme on peut le voir avec cette citation. The finding suggests that this aesthetic, donc Stranger in a Strangeland, is central to fostering immersion as it aligns the player's perspective with that of the protagonist, encouraging empathy, curiosity in navigating the unknown. L'esthétique Stranger in a Strangeland, ou étranger dans une terre étrange en français, est créée par le monde aliénant et confusant, autant pour le joueur que pour le personnage de Jessie. Jessie, dès le début du jeu, est plongée dans ce bâtiment paranormal très hostile et mystérieux. Puis elle est autant aliénée que le joueur, qui ne se sent pas du tout à sa place et qui ne comprend pas grand-chose à l'univers ou à la trame narrative. Ce thème invite le joueur à explorer un monde qui semble étranger, alien, l'immersant dans une expérience où le mystère et l'isolation accentuent sa connexion émotionnelle au jeu. Cette esthétique aligne la perspective du joueur avec celle du protagoniste et encourage donc l'empathie. Ceci fait en sorte que le sentiment d'oppression que va ressentir Jessie Faden durant toute l'histoire va être aussi ressenti par le joueur et va même être amplifié par leur connexion émotionnelle. De plus, Control est un jeu qui suit le trope de l'avatar cohabité, c'est-à-dire lorsque l'esprit du personnage est habité d'un autre acteur. Ce trope est défini comme suit dans l'article Rotten and Possessed, Control and Hellblade Senua's Sacrifice as Model of Immersive Game Design de PS Berge, qui explore le concept de design outmersif, qui est comme l'inverse d'immersif, mais de façon intentionnelle, au travers des jeux Control et Hellblade, qui a été présenté lors de la 32e conférence ACM sur l'hypertexte et les médias sociaux en 2021. Voici la citation. These games, c'est-à-dire Control et Hellblade Senua's Sacrifice, both rely on an immersive game design trope, the coin-habited avatar. By using avatars that are possessed by actors other than and indicative of the player, both titles promote self-awareness, complicate embodiment, and even confuse and betray the player. Avec des avatars possédés par des acteurs autres que le joueur, ce titre promouvoit la prise de conscience, complique l'incarnation du personnage et déroute et trahisse le joueur. Dans Control, la relation entre le joueur et Jessie est troublée par l'entité Polaris. Le jeu commence par nous faire croire qu'on incarne Polaris, une entité dans la tête de Jessie, puisque celle-ci semble s'adresser directement au joueur lorsqu'elle parle à Polaris. On ne peut pas entendre Polaris, mais Jessie semble l'entendre, ou du moins comprendre ses indications. Il y a un effet visuel sur l'écran, une sorte de cercle fait de triangle, qui représente Polaris à chaque fois qu'elle et Jessie communiquent ensemble. Cette relation entre Polaris, Jessie et le joueur est floue tout au long du jeu. Lorsque Dylan, le frère de Jessie, l'avertit que Polaris l'utilise et qu'il ne faut pas lui faire confiance, il questionne sa relation avec le joueur et affaiblit la confiance avec le jeu. I let it in to get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe that will stop the hiss. Ceci est un exemple de comment le trope de l'avatar cohabité nous fait se questionner tout le long du jeu sur notre réel pouvoir et agentivité, et celle de Jessie, participant à ce sentiment d'oppression. Je vais maintenant m'intéresser à une séquence de la narration particulièrement oppressante. Lors de la confrontation finale, alors qu'on pense qu'on est sur le point de réussir, Jessie échoue à protéger Edron, un réceptacle pour Polaris, et ce dernier est donc détruit. Elle perd immédiatement sa connexion avec Polaris, qui était la dernière chose qui la protégeait du hiss, la corruption qui est en train d'envahir tout le FBC. Le joueur regarde donc en horreur alors qu'elle se fait posséder par le hiss. Cette séquence nous transmet bien le désespoir et l'horreur que ressent Jessie alors qu'elle se fait corrompre.
Sa détresse et son processus de corruption nous sont illustrés avec des superpositions d'images, des sons, textures, couleurs et même un acting qui forge un moment complètement déstabilisant et oppressant. Forgive us. Let me sleep. Please. I just want to sleep. Now, let me sleep. You are worn through time. The thunder song distorts you. Happiness comes. White pearls reveal. On s'attendait à réussir, c'est donc une conclusion choquante, surtout lorsqu'on voit les crédits se mettre à défiler, nous confirmant que le jeu est fini. Les crédits se mettent à se corrompre eux aussi, se transformant en incantation du Is. La corruption finit par s'étendre sur tout l'écran, brisant d'une façon effrayante le quatrième mur et insinuant que le joueur et le médium sont aussi corrompus. C'était cependant une feinte. Le jeu ne se termine pas vraiment ici. Une fois les crédits terminés, on est replongé dans le jeu et Jessie se retrouve au bureau en tant qu'assistante. Tout le monde lui donne des ordres et personne ne la reconnaît. On est privé de nos pouvoirs et on se retrouve pris à faire des tâches répétitives comme ramasser des tasses ou imprimer des papiers, en boucle dans un bureau à l'atmosphère étouffante, dont même la colorimétrie est changée pour participer à cette atmosphère. Cette perte d'agentivité et changement de twist narratif nous pousse à nous poser plein de questions. Où sont mes pouvoirs? Est-ce que tout ça c'était qu'un rêve dans la tête de Jessie? Est-ce que ceci est le vrai contexte du bureau et du personnage de Jessie? Combien de temps suis-je supposé accomplir des tâches d'assistante? Est-ce que c'est ce que tous ceux possédés par le Is vivent? Si Polaris n'est plus, qui sommes-nous vraiment? On a l'impression qu'on n'aura jamais les réponses à nos questions. Ce moment de confusion, frustration, impuissance, malaise avec cette ambiance pesante et même dystopique vient vraiment participer au sentiment d'oppression qui est central et en premier plan dans ce moment de l'histoire. Le contraste entre être la directrice qui donne des ordres, dont tout le monde se fie dessus, qui a plein de pouvoirs et une arme qui est unique et plus puissante que tous les autres personnages du jeu, à se retrouver sans pouvoir et au plus bas dans la hiérarchie, est vraiment efficace pour nous dépouiller de notre confiance. La situation dans laquelle se retrouve Jessie est extrêmement aliénante. Durant la cinématique de corruption et ensuite le gameplay d'assistante, le joueur vit une confusion étrange, mais son attention est aussi attirée sur les sentiments de trahison, d'impuissance que ressent Jessie, soit par ses expressions faciales ou ses petits commentaires. Cette citation de P.S. Berge nous l'illustre bien. When controlled, ironically, strip players' control away at the end of what is expected to be the final fight. The player is drawn to feelings of frustrated betrayal and helplessness, but in doing so, their attention is drawn to the same betrayal and helplessness Jessie is feeling. Le mélange entre l'échec narratif, la corruption horrible qui s'étend au médium de jeu, la fausse fin qui trompe le joueur, l'empathie qu'on ressent pour Jessie qui se sent impuissante et trahie, la perte de contrôle de nos pouvoirs, de notre agentivité, de notre statut, ainsi que la nouvelle ambiance dystopique viennent créer ensemble un moment d'oppression culminant et marquant. Donc, pour revenir un peu sur mes points, il y a un sentiment d'oppression ressenti tout le long du jeu au travers du personnage de Jessie Faden, qui est vraiment beaucoup amplifié lors de la fausse fin que je viens de décrire. Le fait que le jeu suive l'esthétique du Stranger in a Strange Land vient vraiment ajouter un lien émotionnel entre le joueur et le protagoniste, qui peut donc mieux le comprendre puisqu'il partage cette confusion, ce sentiment d'aliénation. Cette esthétique aliénante est de base aussi assez oppressante. Cela vient donc amplifier le sentiment d'oppression globale lorsque Jessie se sent oppressée dans la narration. Le trope de l'avatar cohabité, tant qu'à lui, avec la présence de Polaris, vient aussi jouer dans le mystère, le questionnement, la confusion. Le fait qu'il nous manque beaucoup d'infos sur Polaris, le FBC et plein d'autres éléments de l'histoire est oppressant, surtout que ces infos semblent au-delà de la compréhension humaine. La fausse fin est un point culminant de ce sentiment d'oppression, mêlé à de la trahison, de la frustration, de l'aliénation, de la confusion, qui illustre bien que Jessie est dans une situation qui nous dépasse complètement et que nous ne sommes pas en contrôle ici.
Nous avons maintenant vu en profondeur plusieurs différents procédés narratifs que Control met en œuvre pour faire régner un sentiment d'oppression. Cela dit, la narration n'est certainement pas l'unique outil à la disposition de Remedy Entertainment dans cette optique. Que ce soit dans la vraie vie ou en jeu vidéo, le monde et l'espace autour de nous ont un grand impact sur nos émotions et nos sentiments. Que nous le voulions ou non, nous sommes fortement affectés par notre environnement, faisant alors de celui-ci un moyen hautement efficace pour exercer une influence sur nous et notre état. Dans les sections à venir, nous décrirons alors les différentes façons que Control utilise l'éclairage, le style architectural et les objets se trouvant dans le monde pour aider à renforcer l'effet d'oppression qu'il véhicule. Comme toute œuvre au style visuel largement réaliste, l'éclairage dans Control est omniprésent. On ne peut pas percevoir une scène sans qu'elle soit illuminée. La façon dont un espace est éclairé est donc en tout temps un choix délibéré avec d'importantes répercussions sur la façon dont l'utilisateur perçoit et ressent le monde. Control étant un jeu premièrement d'action puis d'horreur, l'emphase est mise sur l'intensité des affrontements. Comme nous le confirme Ekaterina Vorobeva dans sa thèse intitulée Building Atmosphere in a Horror Game Through Environment Design, action horror aims to scare the player through loud and obvious encounters. Tension in action horror is achieved through the sometimes overwhelming intensity of the game's events and combat. Une façon très simple de rehausser le sentiment d'oppression est de miser sur l'aspect menaçant de la force oppressive, dans ce cas-ci, le hiss. Regardons alors l'image délibérément présentée par les créateurs. Nous avons devant nous une scène de combat prenant place vers le milieu du jeu. Jesse doit détruire tous les monstres qui se sont rassemblés autour du point de contrôle dans cette salle. L'espace n'a qu'une entrée, forçant une perspective particulière avant de déboucher dans une section plus ouverte, tout comme le décrit Yang, cité par Katarina Alonen et Mikko Taivasalo, quand il recommande « pinching points, such as narrow corridors or doorways. These elements naturally direct the player's movements, offering a predetermined perspective that can be harnessed in level design. » L'image est immédiatement imposante, présentant un grand contraste entre un rouge vif et un noir sombre. Outre la simple dichotomie visuelle, ces éléments sont tous deux véhicules d'oppression de leur propre manière. La salle est largement sombre, noire, un élément classique de presque toute œuvre d'horreur pour sa capacité à nous isoler et créer de la tension. Le seul répit offert, malheureusement, est le rouge sanguin du hiss, marqueur principal de notre antagoniste et couleur associée avec le danger depuis le tout début du jeu, voire notre vie. Finalement, pour ajouter à l'impression initiale, des PNJ sont placés dans la salle de façon à produire plusieurs effets d'explosion avant même que l'on y rentre, créant un environnement très chaotique et déstabilisant avec maints éclats de lumière du tout début de la séquence. Synthétisant plusieurs autres chercheurs, Alonen et Taivasalo rapportent que in its most fundamental role, the goal of lighting is to create contrast, which helps to define forms and spaces. These visual cues allow the player to interpret the environment. Un élément particulier que je veux aborder en plus de détails est la fumée émergeant des monstres ainsi que le point de contrôle, car sa présence dans le jeu sert ostensiblement à saboter cette exacte fonction de l'éclairage. Prenant l'exemple de l'image à l'écran, il est très difficile d'identifier quoi que ce soit devant nous, outre un danger qu'il serait déjà trop tard pour neutraliser. Vorobeva nous rappelle que horror games typically use poorly lit locations to create an oppressive atmosphere that stimulates the player's imagination by exploiting the fear of the unknown. N'optant que très rarement pour de la noirceur totale, Control a plutôt recours à sa fumée pour puiser dans notre peur instinctive de l'inconnu. Dans un jeu de tir comme Control, connaître où sont vos cibles et ce qu'elles font en tout temps sont parmi les informations les plus cruciales à la réussite. Il vient donc de soi que de masquer cette information durant presque tous les combats du jeu démunit le joueur de connaissances essentielles. Cette rétention délibérée d'informations clés a une grande part dans l'oppression telle qu'elle est ressentie par le joueur, puisque sans bonne visibilité, le danger est potentiellement partout. Un sentiment constant d'appréhension est alors créé, venant d'une moindre maîtrise, un désavantage en combat ressenti lorsqu'il compte le plus. En s'éloignant du centre de la salle, on retrouve un tout autre profil d'éclairage. Nos expériences et notre culture générale nous lèguent différentes associations entre des couleurs et des sentiments.
Vous en connaissez certainement plusieurs, comme le bleu pour la tristesse et l'isolation, mais les plus pertinentes pour nous sont les associations rouges, notamment le danger et l'intensité. Cela dit, il ne faut pas sauter aux conclusions trop rapidement. Dans les mots de Alonen et Taivasalo, these associations should not be used by default as a baseline for all situations, as individual experiences and cultural context can greatly influence the interpretation of color meanings. That said, through consistent use of colors, artists can create associations which the audience will learn implicitly. Dépendamment du bagage médiatique et culturel d'une personne, il se peut très bien que toutes leurs associations avec les couleurs présentées soient contraires à celles du créateur, d'où l'importance de renforcer les associations recherchées dans l'œuvre elle-même. Dans un jeu où presque toute trace de rouge est une trace de danger grâce au Is, Control, pour être direct, renforce ces associations pas à peu près. Dans les grands combats, l'écran au complet peut se transformer en un immense signal vous disant que vous êtes en danger. Vorobeva le décrit clairement quand elle décrit une pièce de concept art de jeu d'horreur. The room is associated with danger and alarm due to the predominant shades of red. The use of bright scarlet creates a direct threat. Se sentir vulnérable et accablé, comme dans de telles situations, est un élément clé de l'effet d'oppression. Les espaces illuminés en brun, jaunâtre, poussiéreux dans cet environnement valent aussi mention. Par contre, l'argument pour la création d'une association sur mesure est beaucoup moins fort dans ce cas-ci. Le jeu dépend du contexte de son monde et surtout l'expérience du joueur lui-même pour fournir les références à la vieillesse, le délabrement, peut-être l'abandon ou la décrépitude. Ces lumières sont ultimement plus neutres, plus utilitaires et, comme les couloirs où elles se trouvent, censées être secondaires à ce qu'il y a au centre de la salle. Donc, elles sont moins frappantes pour ne pas en détourner l'attention. Quand même, elles font leur part, avec l'environnement généralement sombre aussi, pour susciter l'inconfort et surtout ne pas offrir de répit au joueur de l'oppression qu'il ressent. Pris dans l'ensemble, tous les éléments d'éclairage ici démontrent une intention claire des développeurs. D'opprimer le joueur, éviter les codes de la sérénité, ironiquement du contrôle, et de la sécurité, du moins jusqu'à ce qu'on rétablisse le point de contrôle. Ici, on peut en apprendre tout autant en regardant ce qui change qu'en regardant ce qui ne change pas. Le danger n'est plus immédiat, le is repoussé en narration et en gameplay, donc l'éclairage s'y accorde. On voit une disparition du rouge, de la fumée et bien sûr des effets d'explosion ou de tir, c'est-à-dire tous les éléments les plus intenses. Il n'y a plus de menace imminente devant nous. L'oppression a bonne raison d'être minimisée. Mais attention, je dis bien minimisée et non disparue. La Oldest House retourne à son état normal, mais c'est un état décidément stérile, froid, aliénant et quand même étrangement sombre. Quelques faisceaux lumineux sont utilisés pour garder notre œil, mais sinon, ce que cet éclairage, qui retient encore plusieurs éléments classiques d'horreur, nous démontre, est que le Is n'est pas l'unique élément oppressif dans le jeu. L'environnement du FBC lui-même en est un. As soon as she enters the building, the player is faced with a brand of corporate unheimlich before there are even any challenges to face. The office interior is blindly institutional, familiar but off, all gray and red, in some places sterile and in others womb-like and pulsing. It is unpeopled but frighteningly alive, full of disturbing overbright fluorescent lights, followed by dim corridors with pitch-black corners that seem to throb and which twist like mazes. The portraits of former FBC directors line the walls, gazing down on Jessie with unnerving expressionlessness, and unmanned security checkpoints beep shrilly when she passes through them. En plus de se faire ressentir à travers les éclairages du jeu, le sentiment d'oppression se fait présent à travers un autre aspect physique de la Oldest House, soit son architecture. Le monolithe urbain qu'est la Oldest House apparaît aux joueurs pour la première fois dès le début de la cinématique d'introduction. Il suffit de cette première impression pour déterminer que le bâtiment tire son style architectural du mouvement brutaliste. Utilisant principalement le ciment, l'acier, le bois et le verre, ce style utilitariste né de l'après-guerre des années 50 est reconnaissable par ses angles droits, ses décorations muettes, ses couleurs monotones. Bien que démarrant au Royaume-Uni,
Le style est de nos jours toutefois souvent associé au régime totalitaire, socialiste et communiste de l'époque. L'intérieur de la Oldest House formant un véritable dédale structurel, le joueur s'y verra souvent en espace confiné, déshumanisant et sans fenêtre. Pour démontrer davantage comment l'architecture est utilisée comme vecteur de pression sur le joueur, prenons en exemple la séquence de jeu où le joueur libère son premier point de contrôle. Lorsque nous entrons dans la section Central Executive pour la première fois, la zone se trouve sur l'emprise du Is. Les matériaux environnants se voient imposer la couleur du Is à travers la lumière ambiante, plongeant la zone dans un rouge agressant et totalitaire. Et le ciment, alors qu'habituellement rigide et immuable, se voit transformé de façon à contraindre la zone et le joueur, alors que tout rythme architectural est perdu dans le bruit structurel. Une fois la zone de contrôle capturée, l'ordre revient progressivement, laissant place à un deuxième mode de pression, soit celle du board. Amorim, dans son texte, invite le lecteur à porter attention à la dynamique présente entre la pyramide et ce nouvel environnement. Le ciment retourne à un état normal, formant des piliers sur un axe radial autour du centre de la zone, qui accentue l'aspect vertical de cette dernière et mettant de l'avant l'idée qu'il s'agit ici d'un endroit d'importance et de pouvoir. C'est également en ce centre de symétrie que se trouve la pyramide noire et inversée du board, forme triangulaire qui hiérarchise immédiatement la composition de la scène. En plein contraste avec le reste des structures cubiques de la Oldest House, la pyramide se tient comme symbole de pouvoir et de surnaturel, ses dimensions accentuant son importance et vient surplomber le centre même de ce qui va devenir le hub central du jeu. Cette scène met parfaitement en image l'autorité du board par rapport au reste des personnages du jeu. Au-delà de l'aspect plus physique de l'architecture, il y a l'usage dont on fait de l'espace, le sens accordé par les usagers. Dans la Oldest House, nous retrouvons le gouvernemental, le corporatiste, le pénitentiaire, l'institutionnel académique. Toutes des structures profondément liées au ressenti d'oppression. Swigart, dans son texte, va souligner comment les jeux agissent comme miroir de la réalité, transmettant des idées complexes sur le réel à travers les procédés immédiats. Cette affirmation se voit doublée en considérant comment la Oldest House s'adapte en fonction de l'imaginaire collectif de la population existante à l'intérieur de l'univers du jeu. La construction naît de l'idée que les gens se font de ces endroits, de l'oppression véhiculée par ce type d'institution. Il s'agit ici d'une représentation réelle d'un ressenti collectif au sein de l'univers de Control, qui lui-même est une représentation d'un imaginaire collectif de l'idée d'oppression appartenant à notre univers. This is a haunted space, a repository of urban legends, meme culture, conspiracy theories, the specters of capitalistic hubris, and other shared cultural signifiers. It is no surprise that the game takes place in a haunted space that is not a house, but an office building. For this story is less about an individual's psyche than about our collective psyches in the milieu of late capitalism. It is a sociological haunting, not a psychological one, full of the sinister detritus of shared material culture. Swigart parle de hantise sociologique. L'architecture de la Oldest House est plus que simplement oppressante. Elle représente à la fois canoniquement et littéralement l'idée que nous avons de l'architecture de l'oppression en tant que société, soit le brutalisme au service de l'autorité. Philippe a mentionné plus tôt une citation de Vorobeva pour mieux expliquer le jeu d'horreur de type d'action. Mais il est important de mentionner que Control est aussi un jeu d'horreur de type psychologique. Toujours dans le même texte, Vorobeva explique que le genre de l'horreur psychologique emphasizes psychological anxieties such as madness, fear, guilt and paranoia. Mais pourquoi est-ce important de mentionner spécifiquement ces émotions-là quand tout objet nous fait sentir des émotions? Et ça peut paraître évident, mais notre cerveau est constamment en train d'analyser l'information qu'il perçoit. Donc, quand on voit, par exemple, un bunker avec plusieurs liens à l'intérieur, ben, on va se questionner sur qui, quand, quoi, comment, pourquoi. Pourquoi il y a un bunker? Qui va se cacher dans le bunker? Combien de temps on va rester caché? Etc. On voit que dans mon questionnement, il y a beaucoup d'anxiété. Et c'est surtout parce que je ne sais pas s'il y a un danger, et s'il y en a un, c'est quoi? Toutes les émotions que Vorobeva a mentionnées amènent assurément le sentiment de l'oppression, parce qu'il n'y a rien de plus oppressant ou écrasant que se sentir anxieux et paranoïaque dans notre confusion. Si on se concentre sur un objet en particulier, la caméra de surveillance, on pige inconsciemment dans nos connaissances. Donc la caméra sert à surveiller, c'est même dans son nom. Il y a donc quelqu'un ou quelque chose derrière un écran qui nous voit, qui nous surveille.
Cette entité-là a un pouvoir ou une importance plus haute que nous, alors déjà là, le personnage est oppressé. En tant que joueur, on ne sait pas s'il y a un danger derrière la caméra, surtout si c'est le début du jeu et que c'est la première fois qu'on voit cet objet. One way to build suspense by creating an atmosphere of uncertainty about what is going to happen is through the fear of the unknown. The player is made to be afraid of something abstract by the use of their own imagination. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans le début du jeu. J'avais comme réflexe de détruire toute caméra de surveillance sur mon passage, parce que j'imaginais que la caméra partageait ma position aux ennemis, donc amenait le hiss. Après un moment, j'ai compris que les caméras étaient simplement des objets de décor, mais il y a quand même plusieurs aspects plus visuels qui ont appuyé ce sentiment si lourd d'être oppressé par un futile objet de décor que j'ai dû le détruire pour regagner confiance. Dans le travail de recherche Gaming After Dark, écrit par plusieurs auteurs de l'Université de Salzburg, on explique que les jeux d'horreur utilisent souvent les mêmes recettes pour bâtir un jeu qui fonctionne. Quand le joueur approche un gros combat, comme un boss fight, on veut mettre de l'avant deux émotions. Le choc de la confrontation avec l'ennemi et, juste avant ça, the anxiety that slowly grows when the player starts to suspect hostile changes within the environment. Plus on avance dans le jeu, qu'on débloque des zones différentes, plus il y a de caméras de surveillance dans ces nouvelles zones. Dans cet extrait, on s'approche de la fin du jeu et on le sent que l'histoire tire à sa fin en tant que joueur. Il y a 35 caméras dans ce seul petit extrait. 35 dans un couloir. C'est exagéré et je dirais même aliénant. 35 petites lumières rouges qui flashent, qui nous suivent du regard quand on bouge, donc qui démontrent que les caméras fonctionnent, qu'elles nous enregistrent de 35 points de vue différents. Déjà que la lumière rouge attire l'œil, surtout dans un couloir aussi sombre, on se rappelle que dans le contexte de Control, la lumière rouge c'est un signe de danger. Ce moment précis est l'image parfaite pour décrire le sentiment de l'oppression. La vue en troisième personne nous permet d'avoir une belle composition de l'image, où Jessie est plus basse et doit regarder en contre-plongée cette entité plus forte qu'elle, qui la surveille depuis ses premiers pas dans le FBC. Le couloir des escaliers est étroit, et il n'y a aucun autre objet de décor sauf celui-ci. Droit devant, noir sur un mur blanc, toujours avec la lumière rouge qui clignote, l'objet devient très imposant. Si on résume ça, par leur couleur, par leur positionnement comparé aux personnages, par leur nombre et par leur fonction première, les objets de décor peuvent 100% véhiculer un sentiment d'oppression. Et ça, c'est sans compter les Objects of Power que Louis a mentionnés plus tôt, qui sont selon moi presque des personnages plus que des objets, vu qu'ils ont chacun leur petite personnalité. Donc évidemment que ces objets-là vont être placés dans une genre d'hiérarchie, où ils sont possiblement plus hauts que Jessie par leur niveau de danger, ou simplement par leur mystériosité. Donc oui, le sentiment d'oppression est beaucoup plus évident avec ces objets étranges et surnaturels qu'avec des objets de décor qui sont plus réalistes. En conclusion, l'oppression est un sentiment central à l'expérience de Control qui fait partie autant de la narration que de l'environnement. Cette oppression se fait ressentir entre autres par l'aliénation, la corruption, la confusion, l'horreur ou même l'angoisse qui sont présents tout au long du jeu. Nous avons exploré ces effets dans l'univers fictif oppressant du jeu, le parcours énigmatique du protagoniste, les lumières angoissantes de l'environnement, l'architecture brutaliste aliénante, ainsi que les objets de décor accentuant l'inconfort. Il faut toutefois garder en tête qu'il y a plein d'autres aspects du jeu qui auraient pu être analysés sous cet angle, puisqu'ils participent eux aussi au sentiment de pression, comme par exemple le design sonore, qui comprend une trame musicale unique et des effets sonores perturbants, le level design, qui est très labyrinthique et qui porte à confusion, les différentes quêtes secondaires, ou bien la relation hiérarchique étrange entre Jessie et le board, ou comité en français. Il est aussi possible de faire un parallèle avec d'autres jeux de Remedy Entertainment, dont les jeux Alan Wake 1 et 2 se déroulent dans le même univers que Control. L'effet de pression s'articule aussi dans ces jeux en reprenant l'aliénation, la confusion et l'angoisse des phénomènes paranormaux, mais en étant beaucoup plus centré sur l'horreur. Le gameplay est plus lent, notre personnage est moins puissant et la lumière ainsi que la noirceur jouent un rôle important autant dans les mécaniques de jeu que dans la narration et l'esthétique d'horreur. Il serait donc possible d'explorer beaucoup de parallèles entre ces deux jeux. Control a même un DLC gratuit en lien avec Alan Wake qui utilise ces fameux jeux de lumière et contraste entre le noir et le blanc
et qui reflète une oppression assez différente du reste du jeu. Alors, c'est ce qui conclut notre analyse de l'effet d'oppression dans le jeu vidéo Control. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce fut intéressant.